Messieurs, dames, bonsoir. Donc nous attendons une petite seconde. Nous avons En raison des difficultés de circulation, un accident proche du château Lestrie a perturbé l'arrivée des derniers élus, et nous y sommes. Bien. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, donc j'ouvre la séance du conseil municipal du 26 juin 2023. S'il vous plaît. Et donc je commence par l'appel. Madame Lesbat, Présente. Monsieur Lureau, Présent. Madame Brochard, Présent. Monsieur No, Présent. Madame Vinter, Présent. Monsieur Verdon, Présent. Monsieur Messailly, Présent. Madame Goury, Présent. Madame Abadi, Présent. Madame Fourant, Monsieur Maître, Madame Lahari est absente et a donné procuration à Madame Goury, Monsieur Coyac, Monsieur Vidou est absent, donné procuration à Monsieur Verdon, Madame Meurin, Madame Maury, Monsieur de la Victoire, Madame Dauvilliers, Monsieur Claude Dauvilliers. Alors, Monsieur Cholet est absent, a donné procuration à Monsieur William André. Madame Rigbosch est absente et a donné procuration à Monsieur Claude Dauvilliers, Monsieur André, Monsieur Colombo, Madame Boniface, Madame Elfadi, Monsieur Aguerre est absent, a donné procuration à Madame Lesbat, Madame Malada et Monsieur Nicolas. Merci. Donc je vous propose de nommer en secrétaire de séance Monsieur Thierry Lureau. S'il n'y a pas d'objection, donc Monsieur Lureau est nommé secrétaire de séance. Pour les communications, je passe la parole à Madame Lesbat. Oui, je vais vous faire l'inventaire des différentes manifestations culturelles de l'été. Donc, ça commence le 1er juillet, où il y aura à Bétail... non, pardon, excusez-moi. Le 1er juillet, c'est à Saint-Leu, dans le cadre d'une manifestation qui s'appelle In situ. Ce sont des lectures théâtralisées, et c'est à 11h, et ça permettra à ceux qui seront inscrits de voir Saint-Leu, voilà, pour une première fois. Le 7 juillet... Donc, dans le cadre du projet Prisme, qui est un projet des arts visuels, l'artiste Karinka Detchar, elle a un autre nom associé dont je ne me souviens plus, présentera son travail à Bétail, dans l'ancien local de la police municipale, donc de 18h à 22h. Et elle fera participer les citoyens qui seront là dans une de ses créations. Le 14 juillet, alors là je ne vous apprends rien, feu d'artifice bien sûr si la météo s'y prête, toujours avec le même prestataire, voilà vous avez l'affiche sur l'écran, avec le même prestataire depuis 3 ans, qui nous fait des feux d'artifice fantastiques. Et au préalable, avant le feu d'artifice, il y aura un concert sur la place du Centre-Bourg. Ensuite, il y aura 3 spectacles dans le cadre de l'été métropolitain. Ça aussi, c'est nouveau. On en avait un l'année dernière. On est passé à 3. Donc, le premier, ça sera le 18 juillet, l'origine du monde. C'est du théâtre et ça sera dans l'espace entre le club house du tennis et la mairie, derrière, au niveau de la partie prairie. Au mois d'août, la dernière semaine, le 24 et le 25. Alors le 24 d'abord, il y aura la saga de Grimm. C'est une BD-concert et ça se fera devant le château Bétail. Et enfin, pour terminer, le 25, un spectacle toujours de théâtre, mais qu'on appelle théâtre végétal, avec des artistes jardiniers. Ça s'appelle 5 saisons et là, ça se déroulera de nouveau à Saint-Leu. Voilà. Merci. Une communication rapide de Monsieur Lureau. Très rapidement, un mot concernant la halle de marché. Un petit mot de planning, début des travaux aux alentours du 15 septembre pour laisser passer la rentrée scolaire sans gêne aucune. Et fin des travaux début 2024. Et une précision, conformément aux engagements pris, les 2 matériaux principaux qui sont le bois sera d'origine locale et les panneaux photovoltaïques seront de fabrication française. Voilà, on y reviendra plus avant, mais petite communication d'info rapide. Merci. On passe maintenant au tableau des décisions. Donc, depuis le dernier conseil, il n'y a que 4 décisions de contrat de cession. Donc, pour le 14 juillet, l'une pour Ecarien Production, l'autre pour Frix Club. Vous
vous savez ça, le tableau sous les yeux, mesdames et messieurs les élus, et une décision d'ester en justice contre l'occupation illégale du terrain de football en herbe par les gens du voyage, donc, et un avenant à la convention d'accueil temporaire du logement d'urgence, enfin du logement d'une famille réfugiée afghan, puisqu'on prolonge, je crois, jusqu'à fin juin, puisque c'est une famille qui va pouvoir être ensuite relogée dans un logement à Bordeaux, je crois. Bien, nous passons maintenant aux délibérations, et je passe la parole à Monsieur Lureau pour la numéro... Ah non, pardon, sans pour moi. Délibération donc 42 qui concerne... Ah pardon, vous aviez une question, on n'a pas commencé les merci, délibérations. monsieur. Bonsoir, c'est juste par rapport à la décision, la dernière, sur l'avenant pour l'accueil temporaire, hein, puisqu'on s'aperçoit, effectivement, c'est tant mieux, et je crois qu'ils vont être relogés, ça va être à la fin du mois de juin, début juillet, mais on trouve dommage que vous n'ayez pas suivi justement la préconisation que nous avions faite dès le départ, c'est de faire une convention jusqu'au fin juin, jusqu'à la fin de la scolarité, justement, ça aurait été beaucoup plus simple, au lieu de faire un avenant, puisqu'on avait dit qu'on arriverait à faire un avenant. Enfin, ce qui compte, c'est qu'on ait pu héberger cette famille. On peut toujours voir le verre à 99% plein et 1% vide. Donc là, il est plutôt 1% vide. On a accueilli cette famille pendant 2 ans. On a fait une convention. Donc je pense qu'on peut quand même être assez fiers d'avoir fait. Mais je pense que vous partagez nos valeurs sur ce point-là, évidemment. Et après, sur l'aspect technique, mais on vous a écouté, on a fait le nécessaire pour que cette famille soit accueillie jusqu'à fin juin, en effet, sans difficulté. Bien, donc les délibérations, je reprends. Donc la numéro 42 qui concerne maintenant de manière traditionnelle l'approbation du PV de la séance précédente, donc du 22 mai. Donc nous l'avons. Est-ce que vous avez des remarques sur cette délibération ? Oui, Monsieur donc Devilliers. pour notre groupe, nous allons nous abstenir pour rester fidèles à notre première position, hein, où on trouve complètement inutile des délibérations sur des procès-verbaux. Donc nous allons nous abstenir sur cette délibération. Très bien. Y a-t-il d'autres remarques ? Non, pas de remarques. Alors nous passons au vote. Donc qui est contre ? Personne. Donc qui s'abstient ? Oui, merci. 6 votes. Qui est pour ? Merci. Donc à la majorité, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Donc je passe la parole à Monsieur Lureau pour la 43. Alors, la suite de l'aventure Bel Air. Nous continuons les déclassements et les affectations des différentes parcelles qui donneront lieu à l'installation de la résidence intergénérationnelle. Alors, juste un petit mot d'explication, parce que je ne l'ai pas fait la dernière fois, j'aurais peut-être dû commencer par là. Pourquoi tout ça ? Parce que le domaine public d'une commune est incessible et nous n'avons pas le droit de vendre le domaine public. Donc, pour pouvoir vendre ces parcelles, il a fallu d'abord constater leur désaffectation. Donc, c'est ce qui a été fait pour les derniers chemins d'accès en mai 2023. Les barrières ont été positionnées, donc les chemins d'accès interdits. Et par constat d'huissier de fin mai, nous avons constaté donc la désaffectation de ces cheminements. Ensuite, une fois qu'ils sont désaffectés, nous pouvons procéder à leur déclassement, c'est-à-dire qu'ils passent du domaine public de la commune au domaine privé de la commune. À partir du moment où ils ont intégré ce domaine privé de la commune, ils sont cessibles et nous pouvons les vendre dans le cadre du projet global de la réalisation de la résidence intergénérationnelle. À l'explication, le cheminement administratif qui a donné lieu à toutes les délibes que nous passons depuis quelques CM, mais bon, là, c'est l'ordre normal des choses. Donc cette délibération a pour objet effectivement de prononcer le déclassement des 2 dernières parcelles du domaine public pour pouvoir les intégrer dans le domaine privé de la commune et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à l'élaboration de cette délibération. Voilà, je ne rentre pas dans le détail des surfaces, vous connaissez bien le projet maintenant. Y a-t-il des questions ? Pas de questions ? Bon, écoutez, donc je vous propose de passer au vote. Donc qui est contre ? Personne. Qui s'abstient ? Donc 6 abstentions. Qui est pour ? Donc merci à la majorité. La délibération 43 est adoptée. Nous passons maintenant à la 44. Monsieur Lureau. Oui, alors pour revenir à ce qu'on vient de dire, l'objet de toutes ces délibérations et toutes ces désaffectations ou déclassements, c'est ça,
c'est-à-dire la cession à titre onéreux de toutes ces parcelles, par la ville d'Artigues, à Vealis Développement, qui a été retenu pour l'opération de la résidence intergénérationnelle, et donc de pouvoir leur céder ce terrain dans le cadre du programme général. Vous avez les quelques chiffres qui sont intéressants dans le cadre de cette délib. Le terrain global fait un peu plus de 3965 mètres carrés. Il donnera lieu à la construction de 43 logements, une surface de plancher de 2600 mètres et surtout une surface habitable de 2450 mètres carrés. J'arrondis les chiffres. Un peu de commerce et des places de stationnement. Le prix global de cette acquisition est de 1 306 167 €, ce qui est un prix tout à fait correct. Si vous voulez des éléments de comparaison, on est avec un prix de vente comme celui-là, aux alentours d'un peu plus de 530 € du mètre carré de SHA, de surface habitable, et à 330 € du mètre carré de terrain. Je m'entends pas. Attends. Y a-t-il donc la présentation Vous est... des questions, pardon. Donc y a-t-il des questions? Monsieur Colombo, oui. Merci, monsieur le maire. Plutôt des remarques, puisqu'on est quand même très surpris du prix d'achat. Effectivement, comme l'a dit monsieur Lureau, ça fait un prix de 329 € du mètre carré, à peu près. 330, mais c'est un détail. Pardon 330, mais c'est un détail. Oui, à quelque chose près. Et quand on fait quelques recherches sur le site des impôts, on s'aperçoit qu'à 500 mètres à la ronde, sur la dernière année, tous les biens qui se sont vendus entre 3 000 et 6 000 € du mètre carré. Là, alors, est-ce que je peux, Oui, réagir immédiatement? Monsieur vous, Lureau. vous confondez deux choses qui n'ont strictement rien à voir. Je suis désolé, monsieur Colombo, mais je signe des tas de ventes et c'est un peu le rôle de l'agent à l'urbanisme. Les chiffres que vous annoncez sont des prix de vente de mètres carrés construits et pas des prix de vente de terrain libre. Nous vendons un terrain libre. Et je peux vous confirmer que j'ai fait les recherches moi aussi, mais pas sur le site des impôts, sur la réalité des choses qui se vendent à Artigues et dans le périmètre concerné. Et que la seule opération qui s'était vendue à l'époque un tout petit peu plus cher, c'était une opération immobilière prévue dans une muraille. Et il se trouve qu'elle a capoté et qu'elle n'aura pas lieu. Parce qu'effectivement, c'était un tout petit peu au-dessus de ce prix-là. Tous les autres sont très en dessous. Les projets les plus proches se sont vendus terrain nu à 214 € du mètre carré, 112 € du mètre carré et 146 € du mètre carré. Ça, c'est les dernières ventes de terrain nu à Artigues pour céder de la construction. Après, il y a un élément qui est très important, c'est que le prix de vente d'un terrain est proportionnel à la surface habitable que vous mettez dessus. Donc quand je vous ai donné la surface habitable, ce n'était pas pour faire joli, c'était une réalité économique. On pourrait effectivement vendre ce terrain plus cher, au lieu de construire 43 logements, j'en fais 80, comme le demandent les promoteurs. Aujourd'hui, le ratio, c'est que j'accepte à peu près un peu moins de 30% de ce que me proposent les promoteurs. Donc effectivement, plus on va loin dans la surface constructible, plus le prix d'achat du mètre carré de terrain est élevé, c'est évident. Là, l'idée, ce n'était pas de densifier outre mesure cette zone-là, mais c'est d'en faire une résidence vivable avec des percées qui permettront de passer de la place des Pujols à la place de Centrebourg, quelque chose de joli. Et donc ce prix, encore une fois, est tout à fait proportionné et de bon augure, et qui n'a rien à voir avec les 3 000 et 6 000 qui sont des ventes de surface construite et pas des ventes de terrain. D'autant plus que ce terrain est occupé, comme vous le savez parfaitement, et qu'il va falloir déconstruire, et que la déconstruction est bien sûr à la charge du prestataire de Vealis. Voilà, et je répondais à la question. Oui, à la remarque, pardon. oui, monsieur Dovillier, vous avez la parole. Oui, donc prix correct, je vous l'accorde, monsieur Lureau, c'est donc prix correct pour l'acquéreur, ça je le conçois. Oui, les chiffres, on est à 1 million, on vend la parcelle à 1,3 million et quelques, donc ce qui ramène au mètre carré à 330, on va arrondir. Alors, monsieur Colombo vous a donné le prix du bâti, mais moi je vous donne le prix du non bâti. On est au plus haut à 387 le mètre carré et au plus bas à 364 le mètre carré. Donc on fait quand même... Et c'est vrai qu'il y a une construction dessus, mais la déconstruction de la bâtisse est à la charge de l'acquéreur. Donc on vend un produit sur un terrain non bâti, bien sûr, et les tarifs sont là. Ça a été pris cet après-midi sur impôts.gouv. Donc c'est tout frais. Vous répondre ?
Oui. Je connais très bien l'opération 387 € que vous citez. C'est justement celle qui a capoté parce que le bilan financier ne tourne plus. Elle est effectivement pas très loin, mais elle a capoté, elle n'aura pas lieu. Donc le site des impôts n'est pas à jour, je suis désolé. Et quant à celui à 364, je ne sais pas d'où il sort, puisqu'il n'y a pas eu d'opération de vente à 364 € dans cette zone-là dans les 2 dernières années. Je signe tous les documents et je vous assure qu'il n'y en a pas. Par contre, tous les chiffres que je vous ai cités, je ne peux pas donner les noms évidemment, puisque c'est des prix de vente de terrain qui concernent des particuliers. Voilà, je vous assure que les prix que je vous cite sont réels, vous pourrez le vérifier si vous allez creuser un peu. Et on est plutôt sur un terrain qui s'est vendu très proche de cette zone-là, où il y aura des constructions de maisons individuelles. On est à 214 € du mètre carré et on est à 200 mètres, moins de 200 mètres de l'endroit où on construit aujourd'hui. Très très loin des chiffres que vous annoncez. Donc, je suis désolé, mais vos chiffres ne sont pas exacts, monsieur Dauvilliers. Enfin, je vous dis, on a pris ça cet après-midi et au niveau cadastral, c'est vraiment dans le secteur Bel Air. Hein. On est sur ces chiffres-là, quoi. Donc, j'entends bien, mais l'opération à 387, je la connais parfaitement. Elle a capoté, elle n'aura pas lieu. Donc vous pouvez annuler ce chiffre. Parce qu'effectivement, le prix d'achat du terrain était trop élevé. C'est votre vision, monsieur Luron. Ce n'est pas ma vision, c'est un fait que l'opération a capoté et n'aura pas lieu. On a eu un retrait de la part du promoteur qui s'est retiré. Donc ce n'est pas une vision, c'est factuel. Ce chiffre ne donnera pas lieu à construction. Bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. Moi, je voulais ajouter aussi que ce projet fait suite à un appel à projet. On avait eu au départ 8 candidats, on en a retenu 4. Les 4 ont fait des offres. Il y avait 2 offres qui étaient en dessous financièrement de celle-ci et une seule offre au-dessus. Et l'offre qui était au-dessus, effectivement, c'était plus de densité. C'était des appartements qui n'étaient pas des appartements traversants, donc avec une architecture qui était beaucoup moins intéressante pour la commune. Donc on a fait le choix aussi d'avoir un projet qualitatif. Et effectivement, c'est des choses qui se payent, mais on estime qu'on n'est pas là seulement pour faire de l'argent. On est là aussi pour avoir un projet, un produit, un élément qui va être structurant pour le centre-ville, avec du commerce à pied d'immeuble. On a déjà développé tout ça, avec des appartements de qualité dans lesquels les gens seront bien. Et donc ça, effectivement, ça a aussi un prix, mais ça nous a semblé absolument nécessaire pour les futurs habitants d'une part, et pour l'ensemble des Artiguais qui vont pouvoir venir dans ce secteur et faire vivre le centre-ville, puisqu'il ne suffit pas de dire nous allons redynamiser, etc. Il faut faire des choses concrètes et on ne va pas juste poser des blocs de béton, on fait quelque chose qui va avoir du sens, et on a déjà présenté ce projet, vous avez pu en voir diverses images. Je vous propose de Juste passer... une précision, vous aurez noté que dans le chiffre de SHA que je vous ai donné, les 2400 m², je n'intègre pas 720 m² de commerce dont vient de parler monsieur le maire, qu'on a prévu en rez-de-chaussée des immeubles. Ça aussi, ça a un coût. Bien, donc je vous propose de passer au vote sur cette délibération 44, s'il n'y a pas d'autres remarques. Donc qui est contre? Donc 8 voix contre. Qui s'abstient? Personne. Qui est pour, s'il vous plaît? Merci. Donc à la majorité, donc la délibération 44 est adoptée. Donc nous passons à la 45, monsieur Luron, dénomination d'une voie communale allée du Parc. Bon, celle-ci devrait donner un peu moins sujet à discussion. Simplement, il y a eu un oubli dans le passé. Voilà, on va pas chercher l'histoire, ça ne sert à rien. L'allée du Parc n'a jamais été dénommée officiellement. Et pour autant, c'est un trou dans la raquette on doit le faire, rien que pour les systèmes de sécurité, puisque les dénominations de voirie sont intégrées dans les systèmes de sécurité des pompiers, des SAMU et compagnie. Donc le fait qu'elle ne soit pas dénommée, elle n'existait pas. Donc on vous demande juste de réparer cet oubli, voilà, encore une fois, sans faire d'histoire, et de bien vouloir accepter la dénomination de cette allée comme allée du Parc. Je croyais que tout le monde savait où était l'allée du Parc. Oui, là, tout le monde le sait. C'est l'allée qui passe devant les écoles, les 2 écoles primaires et maternelles d'Artigues. Oui, non, mais la précision peut être intéressante pour les citoyens qui nous suivent, s'il vous plaît, pour les citoyens qui nous suivent à distance sur Facebook, et on a des citoyens qui sont là depuis 1 an, 2 ans. Donc voilà, il est intéressant de préciser de quoi l'on parle quand on peut faire un peu d'explication. Donc je vous propose du coup, de passer au vote sur cette délibération. Donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, la délibération est adoptée. Je vous en remercie.
Monsieur Lureau, pour la 46, concernant la TLPE, taxe locale sur la publicité extérieure. Alors, nous 2024. allons évoquer une évolution de la tarification de la TLPE. En théorie, nous pourrions relever les montants de la TLPE tous les ans. En fonction des difficultés économiques que vous connaissez liées à la période Covid en 2021-2022, nous avions décidé de ne stabiliser ces montants et de ne pas faire d'évolution, ce qui a été fait. Donc nous sommes restés calés sur les montants qui étaient là à notre arrivée. Aujourd'hui, cette période de crise économique est passée et pour autant, nous vivons tous une inflation très élevée de l'ordre de 6%. Donc, tel que la loi nous y autorise, nous avons décidé de relever les montants de base de cette TLPE de 6%. Ce qui fait que le montant de base qui était à 20 € passerait à 21,20 €. Et ensuite, suivant les surfaces des enseignes, les prix unitaires du mètre carré doublent ou quadruplent. Donc, jusqu'à 50 mètres carrés, on double. Donc, à la place de 21,20 €, on est à 42,40 €. Et au-delà de 50 mètres carrés, on quadruple. Donc, à la place de 42,40 €, nous sommes à 84,80 €. Ça a aussi un petit impact sur les enseignes, c'est-à-dire ceux qui sont posés sur un poteau en dehors de la façade d'un bâtiment. Bien entendu, nous maintenons l'exonération des surfaces inférieures à 12 mètres carrés qui sont habituelles dans la commune d'Artigues-Près-Bordeaux. Quelques chiffres, que vous ayez quand même quelques informations globales. Voilà, ça ne fait pas la révolution. Globalement, l'évolution financière attendue avec cette augmentation est de l'ordre de 15 KE. J'arrondis, je vous passe les virgules. Juste pour que vous le sachiez, les 18 enseignes les plus taxées, et je parle là de Brico Dépôt, de Saint-Maclou, de Jiffy, de But, de Carter Cash, donc des gens qui payent pour certains plus de 30 000 € de frais d'enseigne. Le prix moyen de leur augmentation, ça va augmenter de 544 € pour ces 18-là. Pour tous les suivants, les 52 suivants, qui sont les commerces un peu plus standards, je dirais, l'évolution, c'est 63 € par an. Donc voilà, c'est une évolution qui correspond peu ou prou à l'inflation. Ça ne met pas en péril toute une activité économique. Et pour les enseignes, donc les petits panneaux posés sur pied et qui ne sont pas fixés sur les façades, la plus-value moyenne est de 24,30 €. Donc voilà, vous avez tous les chiffres. Merci, Monsieur Lureau, pour cette présentation. Y a-t-il des questions? Monsieur Colombo. Merci, monsieur le maire. Ce n'est pas une question, c'est juste une remarque. Et on vous remercie d'avoir réajusté ces tarifs, nous étions les premiers à vous le demander, parce que les Artiguais ne comprendraient pas d'avoir été mis à contribution et que les entreprises ne le soient pas. Donc c'est une très bonne décision. Merci, Monsieur Colombo. Pas d'autres remarques? Écoutez, oui, Monsieur André. Oui, bonsoir, pardon. Nous, on ne partage pas, on va s'abstenir sur cette délibération, puisque en même temps que les impôts fonciers augmentent pour les habitants, les commerçants sur la commune sont quand même touchés. La crise touche tout le monde, vous le dites tout le temps. Donc on va s'abstenir sur cette délibération. Oui, merci. Bon, on le reprécisera tout à l'heure, mais on a quand même des augmentations dans le cadre de la délibération sur la tarification scolaire. On a des augmentations qui sont confirmées de l'ordre de 19% cette année, par exemple sur la restauration scolaire et sur beaucoup d'autres choses. Donc si on ne réagit pas, au bout d'un moment, on n'aura plus les moyens de payer nos employés ou d'entretenir notre patrimoine. Donc je vous propose de passer au vote. Donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Donc 6 voix. Qui est pour? Merci. Donc à la majorité, la délibération est adoptée. Je vais donc passer maintenant la parole à Madame Lesbat pour la délibération 47, convention de partenariat avec l'association Les Étoiles en Chantier, théâtre d'improvisation. Oui, c'est une délibération habituelle puisqu'on la vote depuis le début de la mandature. C'est un partenariat donc qui permet de proposer des ateliers improvisation théâtrale à des jeunes dans le cadre des écoles d'art. Donc il y a une séance par semaine le mardi soir et aussi dans le cadre scolaire puisqu'il y a aussi des interventions avec les CM2 et aussi dans le cadre du périscolaire. Donc pour une somme de 4 830 €. Il y a des manifestations qui permettent aux jeunes de montrer leur performance. Et donc, dans le cadre de la nuit des conservatoires, les journées portes ouvertes et la semaine Festifamille. Voilà. Merci, Mme Esbat. Y a-t-il des questions, des commentaires? Non, je n'en vois pas. Mais écoutez, nous passons au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus.
à l'unanimité. La délibération est adoptée. Je vous en remercie. 49, Madame Lesbat, toujours. Oui, une nouveauté. Donc, c'est une demande de subvention et une signature avec le Centre national de la danse. Alors, cette année, l'année qui va arriver, 2023-2024, il va y avoir un projet de création chorégraphique avec un chorégraphe qui s'appelle Jean Masse et avec le groupe chorégraphique de l'école FEDO. Donc, la demande de subvention s'élève à 5 778 €. Qui devrait couvrir une partie des paiements de l'intervenant et du transport pour aller effectivement présenter le projet à Reims, voilà, en fin d'année 2024. Merci. Oui, il s'agissait de la 48 et non de la 49. Excusez-moi. Avez-vous des questions, des remarques? Non. Écoutez, nous passons au vote. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus, à l'unanimité. La délibération est adoptée, je vous en remercie. Cette fois-ci, nous passons bien à la 49, Madame Lesbat. Alors, une convention aussi habituelle avec Musique de Nuit Diffusion, c'est-à-dire avec le Rocher Palmer. Donc, depuis quelques années, nous avons 3 concerts qui est proposés aux artigués et non artigués d'ailleurs. Cette année, ça sera 3 concerts féminins avec 3 femmes, enfin 2 femmes et un groupe féminin. Le premier, Leila Makala, c'est une chanteuse d'inspiration haïtienne. Ça sera le 8 novembre. Le 13 avril, Elise Sapi, c'est une chanteuse inuite. Et enfin, le groupe vocal Samia, ce sont 3 femmes qui s'inspirent de musique du monde entier. Voilà. Sachant, et c'est très important, que ce n'est pas seulement ces 3 spectacles qui sont présentés dans cette convention, mais qu'il y a en parallèle de la médiation auprès des élèves de l'école de musique ou de danse. Alors là, pour cette année, ce sera l'école de musique et avec les artigués, avec des siestes musicales. Merci. Avez-vous donc des questions pour cette délibération? Non plus. Écoutez, nous passons au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus, à l'unanimité. La délibération 49 est adoptée. Et la 50, Madame Lesbat, toujours. Encore une convention et une délibération habituelle. Là, c'est avec le conservatoire Jacques Thibault. Donc, on a l'habitude, effectivement, là aussi depuis plusieurs années, de faire un partenariat avec le conservatoire dans le cadre de l'école de musique. Donc, ça se formalise par des rencontres entre les enseignants, les élèves du conservatoire et nos élèves ici. Il y a aussi un concert qui est proposé à tout public à un moment donné de l'année, qui est un concert gratuit où nos élèves font la première partie et les élèves du conservatoire le reste. Et il y a effectivement des rencontres importantes qui se font entre les enseignants des deux secteurs. Merci. Des questions? Non plus. Bien, écoutez, la culture fait souvent l'unanimité, on va le vérifier. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Eh bien, l'unanimité, cette délibération est adoptée et je vous en remercie. Je vais passer la parole maintenant à monsieur. Enfin, c'est une délibération qui va être à 2 voix, mais qui va commencer à être présentée par monsieur No, la 51. Ensuite, je passerai la parole à madame Lesbat. Mais monsieur No, c'est à vous. Oui, bonsoir à toutes et tous. En préambule, au nom de la commission Restauration durable, initiée par madame Lesbat, nous remercions mesdames Toustou, Lacombe et Dulaurent pour leur aide technique pour construire cette grille de tarification. Nous remercions également les parents d'élèves de nos écoles et les élus d'opposition pour les échanges constructifs qui nous ont permis d'avancer dans l'intérêt de tous dans un mode de démocratie participative. Alors, l'objet de cette délibération, c'est une nouvelle tarification solidaire de la restauration scolaire et du temps méridien. Pour rappel, le temps méridien s'écoule de 12h à 13h45, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Le temps méridien est un temps éducatif qui est géré par la commune, qui inclut le déjeuner des enfants et qui inclut également l'animation avant le déjeuner et l'animation après, assurée par nos animateurs, les animateurs de la commune. Alors, je vais reprendre les considérations qui ont été dites dans
l'entête de la délibération. Donc, il faut savoir que les tarifs cantines sont fixés par la municipalité. C'est un service public facultatif rendu aux familles. Au plan éducatif, c'est le moment du vivre ensemble et d'inclusion sociale pour les enfants autour d'un repas complet et équilibré. Cet équilibre alimentaire permet de lutter contre le surpoids et l'obésité. Cet équilibre est également primordial dans les apprentissages fondamentaux de l'école. Alors, un constat, les enfants issus des familles défavorisées, en proportion plus nombreuse, ne déjeunent pas à la cantine. Donc, pour réduire cette inégalité, l'État soutient les collectivités dans la mise en place d'une tarification solidaire de restauration scolaire. C'est ce qu'on appelle la cantine à 1 €, mais j'y reviendrai par la suite. Et il faut savoir que la ville d'Artigues près Bordeaux est éligible à cette convention. Donc, une nouvelle remarque. Il faut également savoir que la commission restauration durable n'a pas attendu la cantine à 1 € pour réfléchir à cette problématique, mais la cantine à 1 € de l'État nous a permis d'adapter notre grille tarifaire avec des tarifs plus bas pour certaines familles. En particulier, quand vous consulterez la grille tarifaire depuis la tranche T8 jusqu'à la tranche T13, le fait d'avoir une aide d'État, ça nous a permis de minorer la participation des familles de ces tranches-là. Alors, je vous rappelle un bref contexte politique local qui est en lien avec la CTG. Cette tarification scolaire était déjà inscrite dans le contenu du programme politique de l'équipe d'Alain Garnier. En particulier dans le plan d'action de cette CTG qui se déroule de 2022 à 2026 et qui a été votée à l'unanimité. Je rappelle rapidement, la CTG, c'est 3 axes de travail, c'est 11 objectifs opérationnels et c'est 24 actions. La grille tarifaire est donc inclusive de l'axe 1 de la CTG. Je rappelle le contenu de cet axe 1. C'est d'accompagner les familles vers une réduction des inégalités et une équité d'accès aux services proposés par la municipalité. De la même façon, cette grille s'inscrit dans l'objectif opérationnel numéro 2. Je vous cite des numéros, mais je vais les redéfinir dans leur contenu. Donc, cet objectif opérationnel consiste à renforcer l'offre de services et la mettre en adéquation avec les besoins des habitants. Et enfin, ça se caractérise par cette action, c'est l'action numéro 4 de notre programme politique et d'action, qui se définit par la mise en place d'une politique tarifaire adaptée aux ressources des familles. Alors, à nouveau, un petit contexte historique sur cette grille tarifaire. Il faut savoir qu'avant, depuis plus de 20 ans, les municipalités qui nous ont précédés pratiquaient un tarif unique à 2 €, quelles que soient les ressources des familles et du nombre d'enfants qui composaient ces familles. Il faut savoir que le coût d'un repas chargé pour la commune, actuellement, est supérieur à 9 €. D'où proposition d'une grille tarifaire construite en 14 tranches, basée sur le QF-CAF des familles qui intègre les ressources des familles, le nombre d'enfants par famille. Alors, cette grille, si vous vous référez sur le tableau de la délibération, cette grille s'égrène de la tranche 1 à la tranche 14, avec un plancher plafond à 0,80 € et un prix plancher à 0,80 € pour la tranche 1 et un prix plafond à 2,80 € pour la tranche 13. Alors, par rapport à cette grille, la tranche 14, c'est le prix du repas proposé à 9 €. Cette tranche correspond aux familles qui n'ont pas remis les documents qui permettent d'établir leur QF-CAF et c'est également les familles qui sont hors commune.
Alors, à partir de la tranche 8 et des tranches supérieures, la collectivité a souhaité limiter l'augmentation tarifaire compte tenu de l'aide de l'État apportée pour les tranches 1 et 2. La tranche T7, si vous regardez toujours le tableau, correspond au tarif de 2 € du passé. Donc globalement, en chiffres, hein, si on reprend ce tableau, la tranche T1, T2 correspond en gros à 56% des familles. La tranche T3 à T7 correspond à 24% des familles. La tranche T8 à T13 correspond à 20% des familles. Donc on a un tableau qui, globalement, est resté par rapport à ce qu'on proposait aux familles avec un tarif à 2 €. On est donc resté sur un tarif à 2 € pour près de 80% des familles. Donc les tranches qui vont supporter une augmentation, et encore cette augmentation, elle est légère, c'est les tranches T8 et supérieures. Alors, qu'est-ce que la cantine à 1 €? Donc, puisque j'ai parlé de la cantine à 1 €, c'est une convention qui est assignée entre l'État et Monsieur le maire. Alors, cette convention est pluriannuelle d'une durée de 3 ans, au terme de laquelle l'État s'engage à verser à la commune, sous réserve de crédits afférents, un montant de 3 € pour un repas servi au tarif de 1 €. Ce sont les tranches 1 et 2 de la grille tarifaire, soit 56% des familles. Alors, cette aide de l'État est soumise à des conditions. Cette aide est conditionnée par l'adoption d'une grille tarifaire comportant au minimum 3 tranches, dont une inférieure ou égale à 1 €. On retrouve toujours nos tranches 1 et 2 de la grille, toujours pour un nombre de 56% des familles. Alors, la raison, hein, c'est celle qui a été invoquée tout à l'heure, c'est une raison pour lutter contre la pauvreté, avec les considérations évoquées dans la première partie de la délibération. Enfin, et toujours, dans un souci d'équité sociale, les tarifs des repas servis aux adultes par la collectivité, qui jusqu'alors étaient de 3 € pour tous, ont été revisités par les propositions suivantes. Les agents de catégorie C devront payer 3,20 €. Les agents de catégorie B devront payer 3,50 €. Les agents de catégorie A et les enseignants devront s'acquitter d'une somme de 3,80 €. Et enfin, les enfants qui sont en PAI alimentaire, les stagiaires et autres situations non rémunérées, les repas seront gratuits. Donc la commune se réserve le droit de réévaluer chaque année ces différents tarifs en tenant compte des effets de l'inflation ou de la fin du soutien financier apporté par l'État. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver ces nouveaux tarifs qui entreront en vigueur le 1er septembre 2023. Il est demandé au conseil municipal de solliciter l'aide de l'État dans le cadre de la cantine à 1 € à compter de la même date. Et il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en place du dispositif, la cantine à 1 €. La convention, également la convention pluriannuelle, est annexée à la présente délibération. Merci de votre attention. Merci Monsieur No. Donc avant de passer la parole, je passe la parole à Madame Lesbat en tant que présidente de la commission restauration. Oui, alors je ne vais pas revenir sur de nombreux points que tu as très bien présentés, Bertrand. Je voudrais juste rappeler effectivement que nous avions cet objectif dès le début de la mandature. Et dès novembre 2020, d'ailleurs, nous avons signé la charte CCGAD, c'est-à-dire le Conseil consultatif de gouvernance alimentaire durable, qui est une instance métropolitaine et qui a pour un de ses objectifs une alimentation pour tous. Et le mois suivant, en décembre 2020, on a créé cette commission restauration durable, qui est une commission qui n'est pas obligatoire, voilà,
mais qu'on y tenait vraiment de façon à pouvoir rassembler les acteurs, des gens concernés concernant ce temps méridien. Donc, nombreux partenaires dans cette commission, et en particulier, effectivement, les parents d'élèves et les élus, quel que soit leur bord. Et nous avons pu, effectivement, échanger longuement, puisqu'on a commencé à parler à tarifs dès le moment où on a mis en place cette commission. Et cette année, nous avons fait un certain nombre de réunions avant d'aboutir effectivement à ce que tu nous as présenté. Donc le résultat de ce travail d'équipe nous a permis aussi d'être en cohérence avec de nombreux des objectifs, des 17 objectifs développement durable. Il y en a 17. J'ai repéré 7 objectifs qui rentrent dans... Je vais vous en citer quelques-uns, peut-être pas les 7. Mais le premier objectif, c'est non à la pauvreté, donc avec des tarifs accessibles pour tous, ça permet d'améliorer l'accessibilité à ce restaurant scolaire. Le deuxième objectif des développement durable, c'est pour une alimentation saine et suffisante pour tous. Donc ça permet effectivement à des familles qui n'ont des revenus plus faibles d'aller à ces repas le midi, sachant que, tu l'as bien dit effectivement Bertrand, pour certains c'est leur meilleur repas de la journée. L'objectif 3, c'est favoriser la santé des citoyens. Eh bien, on sait très bien qu'une bonne alimentation permet d'être en meilleure santé. Ensuite, il y a des objectifs en lien avec l'égalité. Eh bien, là aussi, on est dans cette même cohérence. L'objectif 11, c'est pour devenir une ville durable. Eh bien, on essaye, bien sûr, nous efforçons de le faire. Et dans le cadre du temps méridien, en particulier, on a eu le label Territoire bio-engagé. Et le dernier objectif, c'est un objectif un peu particulier qui dit qu'en fait, un projet, pour qu'il soit bien réussi, il faut qu'il soit travaillé ensemble, à plusieurs. Il faut qu'il y ait un partenariat, et c'est ce que nous avons fait grâce à cette commission. Donc, merci à tous pour votre contribution. Merci. Y a-t-il des remarques ou des questions? Monsieur Colombo. Oui, merci, monsieur le maire. Effectivement, cette commission, au départ, même si nous partagions forcément des ambitions communes qui sont de faire des tarifs pour que le plus grand nombre puisse accéder à la cantine à un tarif encore plus bas, dit social, parce que nous savons qu'il y a des enfants qui ne sont pas forcément inclus dans tous ces tarifs et qui passent à côté. Et effectivement, le repas scolaire, c'est un repas le plus équilibré. Pour certains, c'est même le seul repas. Donc c'était important de pouvoir y travailler. Nous n'avions pas forcément pourtant le même objectif au départ, puisqu'il y avait une ambition aussi financière par rapport à l'augmentation du coût. Mais malgré tout ça, nous avons quand même réussi, vous avez accepté de multiplier les réunions. On a travaillé énormément sur ce sujet, et je remercie aussi, nous remercions les parents d'élèves qui ont beaucoup travaillé, œuvré aussi dans ce projet jusqu'au bout. Et nous vous remercions aussi d'avoir accepté de pouvoir réfléchir aussi à nos propositions. Et nous sommes arrivés quand même à quelque chose de très équilibré. Et le fait de pouvoir accéder au dispositif cantine à 1 € nous a permis vraiment d'arriver à ce résultat-là. Et nous sommes fiers de pouvoir voter ce tarif-là aujourd'hui. Nous vous remercions. Merci, monsieur Colombo. Y a-t-il d'autres prises de parole? Alors, avant de passer au vote, je voulais donc moi aussi, bien sûr, aller dans le même sens. Donc, remercier de nouveau les agents qui ont travaillé sur ce projet. Remercier donc l'association de parents d'élèves, on va la citer, hein, c'est de la IPE. Donc, vous remercier, vous, les élus. Donc, je sais que Madame Rick-Bosch, qui ne peut pas être là ce soir, mais qui a participé à de nombreuses réunions, ainsi que Monsieur Cholet, qui a pu prendre le relais. Et donc, bien sûr, Monsieur Colombo et Madame Boniface aussi, qui, chacun à leur tour, comme il y avait beaucoup de réunions, effectivement, sur ce sujet, ont pu participer. Et bon, bien sûr, tous les élus de la majorité, je ne vais pas tous les citer. Bien sûr aussi, l'aide de l'État, qui nous a permis, en cours de ces réunions, d'avancer, et cette aide de l'État de la cantine à 1 € nous permet de limiter, effectivement, l'augmentation des tarifs, parce que nous avons eu confirmation de la crainte que nous avions en début d'année et de l'annonce de notre fournisseur d'une augmentation de 19%, c'est énorme, sur la fourniture des repas. Donc c'est plus 19%, eh bien, il faut bien qu'elle soit financée d'une manière ou d'une autre.
Donc l'aide de l'État permet de compenser un peu ces éléments-là. Donc je ne vais pas reprendre tous les éléments, mais effectivement le fait d'avoir 80% des enfants et donc des parents qui vont avoir un tarif inférieur ou égal à 2 euros, donc ça c'est quand même une réussite. Et je le redis, malgré tout avec l'aide de l'État pour cette affaire-là, qu'on n'a pas par ailleurs sur d'autres sujets comme la dotation de fonctionnement. Donc je voulais vous remercier, et c'est aussi, je crois, cette commission aussi, puisqu'on arrive à 3 ans de mandat et donc de travail du conseil municipal. Je pense que le respect et la teneur de nos conseils, même si on n'est pas toujours d'accord, et c'est normal, sinon il n'y aurait pas d'opposition et de majorité, on n'est pas toujours d'accord, mais on arrive à se dire les choses de manière mesurée, calme, dans le respect, et c'est ce qui transpire au travers de ces réunions. Et j'espère que nous arriverons à avoir ce respect mutuel, tout en sachant nous dire nos désaccords au cours des 3 années qui nous restent de conseil. Et je repasse la parole à Monsieur No, général. Non, il me semble, c'est ce qu'on appelle la démocratie participative. Il me semble. Merci. Donc je vous propose de passer au vote, qui je pense sera unanime. Donc je mets la délibération au vote. Donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Eh bien, à l'unanimité, cette délibération importante est adoptée et je vous en remercie. Je passe de nouveau la parole à Monsieur No pour la délibération 52. Bon, c'est une délibération beaucoup plus facile, puisqu'il s'agit tout simplement de valider les tarifs du séjour été, de nos séjours été. Donc, je ne reprends pas la grille. C'est les mêmes tarifs qu'en 2022. Merci. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Non, pas de questions. Eh bien, écoutez, nous passons au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, la délibération 52 est adoptée. Je vais donc vous présenter la délibération maintenant numéro 53. Donc, c'est une délibération relative à une convention que nous souhaitons passer avec l'association intermédiaire des Hauts-de-Garonne, donc qui permet qui emploie des travailleurs en insertion professionnelle et qui les met à disposition de personnes physiques ou morales. Et donc on voit qu'en nombre que 46 communes, notamment de la rive droite, largement de la rive droite de la métropole, mais plus largement, utilisent les services de cette association intermédiaire qui nous permet d'utiliser des agents, des personnels sur des périodes de renfort lorsque nous avons sur certains secteurs des agents en maladie notamment, et qu'il est parfois difficile sur les secteurs en tension de trouver du monde. Donc ça nous permet de maintenir le service municipal et aussi de favoriser l'emploi d'agents, de personnel en insertion professionnelle. Avez-vous des questions sur cette délibération? Non, pas de questions. Je la mets au vote. Donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, la délibération 53 est adoptée et je vous en remercie. Je vais vous présenter maintenant la délibération numéro 54. Donc qui est une délibération importante aussi pour la vie des agents municipaux, puisque donc nous proposons de passer, d'aménager donc le temps de travail, qui était aujourd'hui sur un rythme de 35h30, de le passer à 36 heures. Une des premières raisons est que nous avons été tenus par la préfecture l'année dernière de supprimer 2 jours qui étaient dits de jours ponts, qui étaient illégaux. Donc la préfecture nous a rappelé à l'ordre, nous avons été obligés de les supprimer. Nous avons travaillé depuis l'année dernière à un aménagement du temps de travail. Et donc la solution retenue aujourd'hui est de passer à un rythme hebdomadaire en moyenne de 36 heures, ce qui permet d'injecter 6 jours de RTT pour les agents. La nouveauté étant que pour les agents annualisés, jusqu'à maintenant, eux ne bénéficiaient pas des jours de RTT. Il y avait 3 jours et demi, plus les fameux 2 jours ponts, donc ils n'avaient pas droit à ces 3 jours et demi. Aujourd'hui, les agents qui sont annualisés pourront aussi bénéficier de ces 6 jours de réduction
du temps de travail. Voilà pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Colombo. Oui, merci Monsieur le maire. Écoutez, on sait dire quand ça va, et on sait dire aussi quand ça ne va pas. Il y a quelque chose de gênant, et pas sur le fond, mais sur la forme dans cette délibération, puisqu'on sait qu'il y a des tensions au sein des services avec les agents. Ça ne s'est pas du tout amélioré. Et quand je vois dans une délibération, suivant l'avis de la CST, mais que les agents élus à la CST n'y participent pas, je suis embêté. Je suis embêté parce que je ne connais du coup, j'aimerais connaître le vote, les délibérations, déjà s'il y avait le quorum lors de cette CST et le vote qui a eu lieu par rapport à cette présentation des 36 heures. Et je parle bien sur la forme et pas sur le fond, hein, parce que sur le fond, c'est une nécessité d'aménager le temps de travail puisqu'on a été retoqué et qu'il fallait faire cet aménagement et qu'il est nécessaire. Et deuxièmement, je n'ai pas connaissance non plus, savoir, mais ça vous allez pouvoir me répondre, savoir si les agents ont participé à cette concertation ou est-ce qu'ils ont été impliqués, est-ce qu'on leur a posé la question de la solution, et voilà, c'était les questions qu'on se posait. Alors oui, concernant les agents, donc comme je vous le disais, depuis un an, on a travaillé à plusieurs scénarios. Certains services avaient proposé de faire 37 heures, d'autres 36h30, d'autres 36 heures, d'autres un peu moins. Donc on a trouvé un accord. Il était difficile d'ouvrir la porte à certains services qui feraient plus, d'autres moins. Donc la valeur moyenne qui a été retenue, c'est celle de 36 heures, ce qui fait que les agents, en gros, globalement, vont faire 12 minutes de plus par jour sur 5 jours ou 15 minutes sur 4 jours, en fonction des services. Ce que j'expliquais précédemment concernant donc les échanges que l'on peut avoir en conseil municipal, quand les gens veulent discuter, qu'on arrive à se mettre autour d'une table, vous avez pu le constater, on y arrive. Voilà. Donc quand les gens discutent et veulent bien se mettre autour d'une table, on arrive à trouver des accords, des compromis. Quand les gens ne discutent pas, effectivement, on est obligé de faire sans eux. Donc je vous rassure, le CST a été tenu avec le quorum donc le 19 juin. Il y a un premier CST qui a été annulé, un deuxième qui a été reconvoqué. Et on avait par contre l'avis favorable des agents des chargés de prévention. Donc une partie des personnels s'est bien exprimée au cours de ce CST. Voilà, je mets maintenant cette délibération au vote. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, donc qui est contre? Pardon, monsieur Novillier. Nous, de notre côté, si vraiment les agents ont été consultés et en sont favorables, bien sûr qu'on sera favorable à cette modification. Mais voilà, est-ce que vraiment, comme M. Colombo vous a posé la question, est-ce qu'ils ont vraiment été consultés? Oui, les agents ont été consultés via leur chef de service. Il y a un travail qui a été fait. Et donc ce travail a été fait. Donc il y a une présentation en CST du dossier. Que les représentants du personnel, eux, n'aient pas souhaité s'exprimer, c'est leur avis. Bon, c'est bien dommage, puisque une évolution aussi favorable que celle-ci, pour des agents, j'ai du mal à comprendre pourquoi il n'y aurait pas d'expression sur le sujet et pourquoi il y aurait une opposition. Mais voilà, donc je mets au vote qui est contre, personne, qui s'abstient, 2 voix, donc, qui est pour. Donc à la majorité, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Alors, la délibération 53, elle concerne 55, pardon, 55, elle concerne la mise à jour donc du tableau des effectifs. Donc il s'agit essentiellement, vous l'avez vu, d'évolution de grade et d'avancement dans cette délibération avec des postes que l'on ouvre et que l'on referme en fonction de l'avancement des agents, tout simplement. Et puis aussi la pérennisation, quand même, on peut le dire de manière... c'est quand même important. Donc nous souhaitons pérenniser l'emploi de 2 agents techniques au service entretien. Donc 2 agents qui étaient employés en renfort et que l'on va titulariser. D'abord stagiairiser pendant 1 an, puis titulariser à 30 heures par semaine. Avez-vous des questions sur ce tableau? Non, s'il n'y a pas de questions, mais écoutez, je passe au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, la délibération 55 est adoptée. Je vous en remercie.
Délibération maintenant 56. Donc, elle concerne le choix du concessionnaire donc pour l'installation et la maintenance de matériel donc, commercial, exploitation commerciale de mobilier urbain. Donc, ce sont les panneaux d'affichage que l'on peut trouver dans la commune, donc qui avaient disparu puisque l'ancienne délégation, je crois que c'était une délégation de service public, arrivé à son terme. Il a fallu passer par un nouveau système qui s'appelle une concession, donc il faut toujours un petit peu de délai pour arriver à cette nouveau système donc dit de concession. Et donc voilà, le concessionnaire a été retenu. Je ne sais pas si vous voulez les éléments techniques, mais on aura de l'ordre d'une quinzaine de panneaux. Donc c'est la société Philippe Véliot Publicité qui a été retenue. Donc il y aura donc des panneaux d'affichage avec en gros une face publicitaire et une face pour l'affichage communal. Donc nous avons 10 mobiliers de 2 mètres carrés, 5 mobiliers de 2 mètres carrés avec une face déroulante et une face fixe, une quinzaine de campagnes annuelles d'affichage de 15 mètres carrés, donc pour les événements communaux, et puis notamment 2 campagnes annuelles de 52 affiches qui pourront se faire dans la métropole. Avez-vous des questions, Monsieur Dauvilliers? Oui, donc nous on trouve un petit peu illogique le fait d'un côté, on limite le développement de la publicité visuelle par le TPE, et de l'autre côté, on autorise un concessionnaire publicitaire à faire de l'info avec 15 panneaux. Alors, expliquez-nous, là on ne comprend pas très bien, quoi. Alors, donc ces panneaux existaient déjà. Nous avons aussi besoin donc d'avoir des campagnes de communication. Là, dans ce cas, ce sont des campagnes de communication qui ne sont pas du numérique. Tout le monde n'a pas accès au numérique, notamment, je vais dire plutôt majoritairement, j'espère qu'ils me pardonneront, mais les aînés, donc pas seulement, mais un certain nombre de gens préfèrent avoir une communication visuelle. Et c'est aussi dans cette concession, je ne sais pas si je l'ai dit, mais il y aura une redevance qui sera fixée voilà, de 15 000 euros dans la délibération, une redevance de 15 000 euros. Donc nous avons aussi besoin sur cette commune de compenser les dépenses énormes que nous avons eues, tout particulièrement cette année, que nous aurons du mal à rattraper avec l'explosion, je l'ai dit à maintes reprises, du prix du gaz et de l'énergie. Voilà pour ces éléments. Ces éléments, donc les éléments ne seront pas rétro-éclairés la nuit, me semble-t-il. Voilà, ils ne seront pas éclairés la nuit. Donc pour l'aspect maintien de la biodiversité, on reste en cohérence avec la politique que l'on a prise pour les extinctions de nuit. Très bien. Y a-t-il une autre question, monsieur? Oui, d'un côté, monsieur Dauvilliers. je demande quelques explications. D'un côté, 15 000 euros pour 15 panneaux, c'est bien ça? Et de l'autre côté, on ne s'empêche pas d'augmenter aussi les tarifs pour les entreprises. Même si pendant 2-3 années, on n'a pas augmenté, on aurait pu maintenir la non-augmentation pour les entreprises, vu que de l'autre côté, on va prendre quand même 15 000 euros sur les 15 panneaux. Alors, je rappelle que depuis 2012, c'est 4,6 millions d'euros qu'il manque dans les caisses de la commune, puisque la dotation globale de fonctionnement de l'État a diminué régulièrement de 300, 400, 500 000 euros par an. Donc il nous manque en fait 4,6 millions. Donc je pense qu'il aurait été opportun de réagir un peu plus tôt. Aujourd'hui, moi je suis contraint de faire un certain nombre d'augmentations ou de trouver des ressources pour maintenir un équilibre. Sinon, le fameux effet ciseau qui nous est présenté, vous est présenté chaque année dans de nombreuses collectivités, en rajoutant à cela bien sûr la guerre en Ukraine qui a fait exploser tous les prix. Moi, je veux bien ne rien faire et ne rien augmenter, mais au bout d'un moment, on sera obligé de faire des sacrifices qui seront extrêmement durs. Donc là, on trouve des solutions de financement. Je pense qu'on ne peut quand même pas s'en passer. Une autre question, Monsieur Colombo. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, je pense que c'est un très bon compromis qui permet pour l'afficheur de gagner de l'argent aussi par rapport à l'affichage et puis nous d'avoir au moindre coût de la communication municipale. Par contre, la petite chose qui nous gêne un petit peu et qui n'est pas très écolo, c'est surtout l'impression, si j'ai bien compris, l'impression des communications se fera en Corrèze
et seront acheminés jusqu'à chez nous. C'est quand même dommage qu'on n'ait pas pu leur imposer de faire de l'impression un peu plus proche. Oui, Madame Lesbat peut compléter sur cet élément. Alors, sur ce point-là, je ne peux pas le contester, mais il y a tout un tas d'éléments quand même qui fait qu'ils sont assez vertueux au niveau développement durable. Les mobiliers sont faits avec des matériaux non polluants, les produits sont recyclables, même les papiers et l'encre qui sont utilisés pour les affiches sont respectueux de l'environnement, excusez-moi. Les produits d'entretien pour les mobiliers ont un écolabel européen. Et pour terminer, l'eau qui est récupérée sur les panneaux est récupérée pour les laver, voire laver les camions qui viennent, etc. Donc, voilà. Je peux me permettre. Merci Madame Lesbat. Oui, Monsieur Colombo. Juste, la réponse est oui, effectivement, c'est un cercle vertueux, mais c'est un peu comme les produits bio qui sont bio, mais si on achète un ananas bio qui vient du Brésil, ça gâche tout. C'est la Corrèze. Oui. C'est la Corrèze, mais c'est quand même dommage qu'on n'ait pas été jusqu'au bout de la chose, parce qu'effectivement, ils sont vertueux sur plein de produits, y compris les produits, l'arbre vert qu'ils utilisent, pour ne pas les nommer, pour le nettoyage et l'entretien. Même pour enlever les tags sont des produits bio. Donc ça va jusqu'au bout, mais c'est dommage qu'il y ait ce petite chose qui gâche un petit peu. Merci Monsieur Colombo. Je dirais que par contre, nous n'avons pas eu beaucoup d'entreprises qui ont candidaté, donc on prend aussi les entreprises que l'on peut prendre. Ouais, c'est quand même pas non plus très très loin. Merci de vos remarques. Donc je propose de passer au vote. Donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? 6 voix. Et qui est pour? Le reste. Donc à la majorité, la délibération 56 est adoptée. Il nous reste 2 délibérations. Je passe la parole à Monsieur Messaï pour la 57. Merci Monsieur le maire, bonjour à tous. Deux délibérations. Première délibération, la 57, qui porte sur les créances irrecouvrables, créances éteintes en 2021-2022. Je ne vous refais pas le laïus sur ce que c'est qu'une créance éteinte. Je vais vous faire très rapidement. Plutôt, le comptable public renonce à aller chercher ces fameuses créances qui sont des fois de la cantine, des fois tarification bus ou quelque chose comme ça, des recettes municipales. Là, en l'occurrence, il y a 2 créances, une sur le budget municipal de 79,55 € et une sur le budget annexe de l'école d'art de 26,40 €. Donc, nous proposons donc d'admettre en créance éteinte pour les différents montants les produits communaux précités. Monsieur le maire. Oui, merci Monsieur Messaï pour cette présentation. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Écoutez, je la mets au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Pas plus. C'est bien l'unanimité. La délibération est adoptée. Et je vous en remercie. Et nous passons à la dernière délibération de ce conseil. 58. Monsieur Messaï. Merci Monsieur le maire. Donc, délibération 58, très technique. Sur la nomenclature budgétaire et comptable M57 et notamment sur ses modalités de mise en œuvre. Alors la nouvelle nomenclature M57, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler à différents conseils. En quelques mots pour ceux qui nous suivraient, qui n'ont pas ces éléments-là, il s'agit d'une nomenclature pour la comptabilité publique qui a pour but donc d'harmoniser les référentiels budgétaires et comptables entre toutes les collectivités. Ça tend à aller vers une comptabilité qui ressemble plus à celle du privé, tout en gardant des référentiels de services publics. Donc il y a 6 éléments qu'on vous propose d'approuver ce soir. Le premier, donc, c'est d'approuver les durées d'amortissement applicables aux articles issus de la nomenclature en question et conformément à l'annexe qui vous est jointe, de fixer ensuite à 1 000 € le seuil des biens de faible valeur en dessous duquel l'amortissement sera effectué sur une année, de calculer l'amortissement pour chaque catégorie d'immobilisation au prorata temporis à compter de la date de mise en service pour tous les biens acquis à compter du 1er janvier dernier, d'aménager la règle du prorata temporis dans la logique d'une approche par enjeu pour les subventions d'équipement versées,
et d'autoriser Monsieur le maire à procéder donc à compter du 1er janvier 2024 à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre, c'est la fongibilité des comptes, et ce, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section, étant entendu que ça ne concerne pas les dépenses liées au personnel. Et le 6e et dernier point, donc de charger Monsieur le maire ou de son représentant de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération et à signer tous les documents afférents. Monsieur le maire. Merci, Monsieur Messey. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Non, je n'en vois pas. Cette délibération est toujours un peu technique, donc je vous propose de la mettre au vote, bien sûr. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Eh bien, l'unanimité, cette délibération est adoptée et je vous en remercie. Avant de nous quitter, n'oubliez pas j'ai oublié de mettre en circulation les feuilles de présence. Donc, je vous prie de bien vouloir les signer avant de partir. Et il me reste, avant de conclure ce conseil, vous souhaiter de très bonnes vacances à toutes et à tous. C'était le dernier conseil avant le mois de septembre. Merci, bonne soirée.